Bonjour, donc je suis Pierre Lachaise. Moi j'ai une expérience professionnelle essentiellement de consultant pour donc des prestations de conseil ou dans l'informatique, la réalisation informatique. Donc j'ai passé ma vie à répondre à des appels d'offres, souvent pour la puissance publique. Et c'est pour ça que j'ai pris en charge ce groupe de travail sur commande publique et innovation. Donc là c'est une présentation de démarrage, on est au lancement du projet. Donc je vais vous dire comment on situe le projet aujourd'hui et puis vraiment j'attends vos réflexions, vos ajouts parce que si j'ai fait pas mal d'appels d'offres, j'en ai jamais fait pour répondre à des concessions de bâtiments, à des concessions de transport, à des concessions de marché et ainsi de suite. Donc je suis loin de couvrir tout le spectre de la commande publique. Et puis on va parler d'innovation dans la commande publique, et là il y a des experts en matière d'innovation, bien plus qu'à présenter un peu le projet. Alors, quelques éléments de réflexion alors que ça démarre tout juste, donc tout ça est bien sûr soumis à controverse, et ça pourra évoluer, et puis quelques éléments de démarche, comment on pense organiser le projet. Alors pourquoi ce projet ? Donc, trois éléments assez simples. La commande publique, c'est un levier économique assez important. Ça joue dans le développement économique du pays. C'est une façon d'impulser des innovations, d'impulser de nouvelles façons de faire. Et donc, on pense, nous qui sommes pour la transition écologique et énergétique, on pense que la commande publique a sa place là-dedans. Qu'est-ce qu'on constate par ailleurs? C'est qu'aujourd'hui, la commande publique, elle pousse plutôt au conservatisme et elle ne favorise pas assez l'innovation. Alors on est dans un monde contraint par les finances publiques, contraint par des enjeux écologiques assez importants, qui n'existaient pas jusque-là. Et on se dit que si les choses ne bougent pas, jamais la commande publique ne pourra satisfaire aux exigences d'économie, d'efficacité financière, d'efficacité en matière de transition. Donc il faut rendre la commande publique plus rock'n'roll, pour reprendre le terme de Jean-Marc. Moi j'ai contribué à mettre ce système en ébullition, mais comment faire en sorte que les collectivités locales, les ministères, les établissements publics, les entreprises à fonds publics ou à participation financière d'État, eh bien, soient beaucoup plus dynamiques dans leurs appels d'offres et dans les solutions qu'elles cherchent à mettre en œuvre. Donc si le Shift Project était en mesure de faire des propositions qui permettait de mettre en ébullition ce système au profit du résultat, c'est-à-dire de la transition, mais aussi au profit des entreprises, parce que si la commande publique est plus innovante et plus souple et plus réactive, c'est bien pour le business des entreprises, et puis c'est bien pour l'acheteur public lui-même. Donc on a décidé de se lancer sur ce sujet et de voir quel type de proposition on pouvait faire. Juste quelques mots, je me suis rendu compte que le chiffrage de la commande publique était quelque chose de très incertain. Il y a plein de chiffres qui circulent. Il y a alors il y a un service des achats de l'État qui a été créé en 2009, je crois, qui donne des chiffres. Vous voyez, l'ordre de 30 milliards pour l'État et ses établissements publics, 25 milliards pour les collectivités locales, 21 milliards pour les opérateurs de réseau, c'est-à-dire les grandes entreprises à participation financière publique. Donc c'est de l'ordre de 75 milliards quand on prend ces chiffres-là pour l'année 2012. L'INSEE retient un chiffre de 170 milliards d'euros. Et puis, il y a, parfois, on voit des publications à beaucoup plus. Donc tout ça, c'est des questions de périmètre, de normes comptables. Je ne rentre pas plus dans ce débat-là. Ça reste significatif, moins que ce qu'on voit souvent écrit dans certaines revues. Et comme Jean-Marc l'a dit, j'ai fait un travail sur le PIB, j'évite toute comparaison au PIB parce que j'ai dit une fois que ça n'avait pas de sens, donc je ne le rapporte pas au PIB. Voilà. Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans, nous, en termes de transition énergétique et écologique? Vous voyez tous les domaines dans lesquels la puissance publique peut intervenir. Vous voyez que c'est très vaste, c'est très varié. Et qu'on aurait vraiment tort de ne pas s'intéresser à ces acheteurs-là, compte tenu des sujets qu'ils ont à traiter. Alors bien sûr, il y a plein de... Parmi les chiffres que je vous ai cités, il faudrait décanter et voir quelle est la part qui nous intéresse vraiment, parce que un des plus gros acheteurs de l'État, c'est la défense, et même s'il y a des sujets au sein de la défense qui peuvent nous intéresser, tous ne nous intéressent pas par rapport à la transition énergétique. Il y a de l'entretien courant, il y a tout un tas de prestations, mais on voit qu'il y a quand même une diversité de sujets qui forcément sont au cœur de nos préoccupations. Alors, quels sont les premiers éléments d'analyse?
la première chose à dire, c'est qu'on a un code des marchés publics qui est extrêmement riche. Donc, je vous fais grâce de la diversité des modes d'appel d'offres entre les concessions, les MAPA, les PPP et ainsi de suite. En première analyse, on pourrait dire, mais un acheteur qui cherche à innover, qui cherche à bâtir des contrats avec des entreprises innovantes, normalement, il peut. S'il y a la volonté politique de faire quelque chose, l'outil, ce serait abusif de dire que la réglementation en tant que telle empêche l'innovation. Donc le premier point, si quelqu'un est vraiment motivé pour développer des solutions innovantes, il peut le faire à travers les outils qui existent aujourd'hui dans le Code des marchés publics. Cependant, si on regarde un peu dans la pratique comment ça se passe, on se rend compte que l'innovation est plutôt dissuadée par les pratiques des acheteurs publics. Quelques exemples. Alors, ce qui freine l'innovation, en premier lieu, c'est les cahiers des charges bien trop précis qui disent comment est-ce qu'il faut faire. Donc, dès qu'on dit comment il faut faire, on est un peu contraint et on répond exactement comme l'a demandé l'acheteur. Et parfois même, c'est tellement contraint qu'il n'y a pas de variante possible. La deuxième chose qui freine totalement l'innovation, c'est que si jamais on a envie de proposer une variante, de dire « mais monsieur le client, il y a une façon plus intelligente de faire. Il me semble qu'il y a une façon plus intelligente et plus pertinente et plus économique de faire ce que vous voulez faire. Donc je vous propose cette variante. » Et l'acheteur dit « ah ben c'est intéressant ça, mais pour être sûr d'avoir le meilleur prix sur cette variante, hop, je relance l'appel d'offres. » Donc le pauvre gars qui a à réfléchir, il a réfléchi pour les autres, il n'est même pas sûr d'avoir gain de cause à la fin. Dans les dialogues compétitifs aussi, où c'est des mises en concurrence organisées entre plusieurs opérateurs, ben, celui aussi qui a une bonne idée, la bonne idée, elle peut être recyclée, transmise à tous les autres, et on poursuit le dialogue compétitif en disant, ben, travaillez avec cette hypothèse-là. Là encore, celui qui s'est donné un peu de mal, qui a réfléchi pour trouver une bonne idée, ben, il se la voit un peu piqué par tout le monde. Autre point encore, celui qui gagne un appel d'offres de conception, parce que souvent il y a des lots, donc la conception puis la mise en œuvre. On avait ça pas mal en informatique, mais j'imagine que c'est dans plein de domaines. Bah, celui qui gagne la conception et celui qui va réfléchir, qui va innover, mais ça c'est qui va investir, ça coûte cher et on espère gagner de l'argent dans la mise en œuvre. Ben, celui qui gagne l'appel d'offres de conception, il n'est pas sûr qu'il va gagner l'appel d'offres de mise en œuvre. Et là, ou encore, il n'a pas le dividende de son effort de R&D. Ensuite, il y a la question de la pratique du lotissement, c'est-à-dire découper les appels d'offres en plusieurs lots. Ça, c'est pas mal, ça a un certain avantage, c'est que ça peut permettre à des petites entreprises qui ont peu de moyens et qui peuvent être innovantes de s'emparer d'un lot et d'apporter une solution innovante sur un lot, mais ça a un inconvénient, c'est que souvent l'innovation, elle est aux interfaces entre plusieurs sujets, entre le transport et l'éclairage ou que sais-je, et a priori, plus le projet est pris de façon globale, plus l'innovation sera possible. Donc voilà quelques éléments qui font que dans la pratique, on trouve que la commande publique dissuade l'innovation, et puis si on se dit les choses telles que je les comprends aujourd'hui de façon assez crue, on est dans une dérive un peu du rapport contractant acheteur et entreprise. Ce qu'il faut, c'est tu gagnes en étant un peu bête et con, au meilleur prix, tu réponds aux exigences du cahier des charges parce que tu sais que ça va être noté un peu bêtement et ainsi de suite, donc faut tout bien répondre correctement, et puis après tu te débrouilleras pour gagner de l'argent avec les avenants, et c'est dans la mise en œuvre que les boîtes cherchent à gagner des sous. C'est assez pervers comme système, j'entends dire que c'est un peu comme ça que ça marche aujourd'hui. Là où c'est pervers, c'est qu'on n'est pas dans un système où on se dit comment on encourage des gars à réfléchir à la meilleure solution pour l'entreprise comme pour l'acheteur public. La question de qui réfléchit à la meilleure solution, elle n'est pas au cœur du débat et de leur mode de relation. Alors, ça c'est... Pardon ? Voilà. Alors, à ça s'ajoute un peu le contexte dans lequel, bien sûr, ce jeu-là se joue. Donc, c'est un contexte d'incertitude. Donc, pour innover, déjà, on n'est pas sûr d'aller au bout de sa recherche et de son idée. Donc, pour innover, il vaut mieux être dans un environnement certain. Alors, c'est jamais vraiment le cas, mais la commande publique, elle a quelques inconvénients par rapport à ça. D'abord,
on n'est jamais sûr d'aller jusqu'au bout. Les délais de réponse sont très très longs et parfois ça arrive sur l'acheteur public jette l'éponge. Ensuite, l'engagement politique est de moins en moins certain face à la multitude des recours. C'est-à-dire un politique qui veut dire oui, je vais faire un lotissement, oui, je vais faire un parking avec telle ambition sur le stationnement, oui, je vais faire telle concession de transport, et ainsi de suite. Le développement des recours à toutes les phases du projet fait que quand un homme politique vous dit je vais faire, c'est pas du tout sûr que ça se fasse. Et en tous les cas, ça peut se faire dans des délais très très longs. J'ai fait quelques interviews avant de vous parler, hein, donc, alors comme je vous le dis, c'est peut-être excessif, mais enfin bon. Non, c'est une évolution. Alors, je fais référence au livre de Guillaume Poitrinal, là, Plus vite, la France malade de son temps, qui montre bien comment sur 10-20 ans, et les délais se sont énormément allongés dans la mise en œuvre des projets, de la puissance publique, et les recours créent une incertitude permanente sur tous les projets. Donc les recours qui s'accumulent. Bon, et puis il y a aussi la nature des projets qui sont de plus en plus complexes. On voit bien qu'on ne fait plus une route sans mesurer son impact écologique, qu'on ne parle plus de transport sans parler d'impact social. Donc les approches sont de plus en plus systémiques. Et donc la façon d'aborder les sujets, le nombre d'acteurs que l'on a en face de soi, imaginez que vous travaillez avec la ville de Paris, hein, vous avez les gens qui s'occupent des trottoirs, les gens qui s'occupent de l'éclairage, les gens qui s'occupent du stationnement, les gens qui s'occupent des sorties des écoles, et ainsi de suite. Tous ces acteurs, vous les avez en face de vous. Donc, tout ça rend les sujets quand même beaucoup plus difficiles que quand vous avez en face de vous le patron de la DDE et un maire qui disait on va faire comme ça, et puis tout le monde se tait dans le Landerneau. Bon, alors je ne dis pas qu'il faut revenir à ça, mais tout ça veut dire que le gars qui va faire une offre innovante auprès de la puissance publique, il faut quand même qu'il soit sacrément courageux. Après, il y a un autre sujet par rapport à ce que je disais, le fait que le cahier des charges soit très précis. Alors, on est dans le modèle un peu de l'entonnoir, comme dans beaucoup de domaines. Il y a les grandes collectivités locales, les grands donneurs d'ordre, qui peuvent se structurer avec des équipes assez importantes, qui vont faire la conception de leur projet, donc qui vont faire des cahiers des charges très précis, ce qui est dommage. Et puis, bon, la ville de Paris, elle a des moyens, la région Île-de-France, elle a des moyens, et ainsi de suite. Et puis, vous avez, à l'inverse, les autres collectivités locales, qui pendant très longtemps... une petite ville, s'appuyer sur la DDE ou les services techniques de l'État pour lancer des projets, et réduction du périmètre de l'État oblige, ce service, cette prestation en appui des collectivités locales disparaît. Alors ça c'est gênant parce que si on veut que l'acheteur achète de l'innovation, il faut qu'il soit compétent, il faut quand même qu'il arrive à démêler, il ne faut pas qu'il embrouille, quoi. Donc si on veut que l'acheteur public achète de l'innovation, il faut qu'il y ait une capacité d'analyse importante. Et cette capacité d'analyse, c'est une des conditions de développement de l'innovation. Alors, ça, c'est un petit panorama, premier diagnostic de la situation. Vous voyez que le sujet, il est autant culturel que technique. C'est aussi, c'est pas que le code des marchés publics, ce n'est pas que la réglementation, mais c'est aussi comment on perçoit son rôle d'acheteur, comment on perçoit son rôle de puissance publique, et aussi, il faut le dire, comment on perçoit le secteur privé vu du public. Donc, si on perçoit le secteur privé comme étant que quelqu'un qui veut absolument piquer du pognon, faire du bénéfice, et qu'il faut absolument l'empêcher d'en faire trop, ça ne peut pas marcher, parce que l'innovation doit permettre quand même de gagner des sous, ne serait-ce que pour rentabiliser un investissement et pouvoir continuer. Donc une question autant technique que culturelle. Alors vous allez voir qu'on n'est pas les seuls à réfléchir à cette question. L'Europe a travaillé là-dessus. Vous savez que l'Europe, dans sa stratégie, alors je ne sais pas où on en est, stratégie 2020, a mis l'innovation et les PME au centre un peu du développement économique. Alors il y a 3 directives sur les marchés publics qui sont sorties, assez récentes. Donc une directive qui concerne un peu tous les marchés, qui s'appelle le secteur classique. Une directive sur les secteurs spéciaux qui sont l'eau, l'énergie, le transport et la poste. Ça a dû donner lieu à des combats incroyables entre les Allemands, les Français et ainsi de suite, parce que bien sûr il y a des enjeux économiques énormes derrière.
Et puis il y a une directive sur les contrats de concession. Donc l'Europe sort d'un processus de négociation et de réflexion qui a donné lieu à la sortie de ces trois directives. Chaque État dispose de 2 ans pour transposer ces directives. La France, qui est plutôt satisfaite de ces directives européennes, parce que ça reprend plutôt des principes de compte public, on n'est pas trop dépaysé par ce que l'Europe a produit, et la France souhaite aller vite. Alors il y a notamment dans ces directives un outil qui a été proposé, qu'on appelle le partenariat d'innovation. Et donc ça va être très intéressant de voir dans quelle mesure il va pouvoir se mettre en place. Donc le décret, moi j'avais lu qu'il devait sortir cet été. Vous voyez, on est vraiment dans l'actualité. À ma connaissance, il n'est pas sorti, je ne l'ai pas trouvé. Donc il sortira sans doute avant la fin de l'année. Et le partenariat d'innovation, c'est justement l'idée où si vous faites un effort de R&D, vous avez une certaine garantie qu'on vous achètera la solution. C'est essayer de lier l'effort de R&D et l'achat de la solution. Il y a d'autres éléments dans la transposition. Des candidatures, ça c'est plutôt administratif, mais enfin c'est vrai que les PME innovantes n'ont pas toujours les moyens de remplir tous ces dossiers un peu compliqués d'appel à candidature. La limitation du chiffre d'affaires exigible, souvent on demande des garanties de chiffre d'affaires aux entreprises qui font que une PME innovante ne peut pas satisfaire ces exigences, et ainsi de suite. Mais retenons dans cet effort européen, retenons cet outil du partenariat d'innovation. En France, il y a aussi une dynamique assez importante en faveur des PME innovantes. Donc, en décembre 2012, la charte des entreprises publiques, c'est-à-dire des entreprises ayant une part de capitaux publics en faveur des PME innovantes, donc Jean-Louis pourra peut-être en parler. Donc, c'est les entreprises publiques qui s'engagent à avoir un plan d'action particulier, une feuille de route particulière pour favoriser l'innovation des PME, c'est-à-dire afficher, rendre transparent les sujets de recherche qui les intéressent, identifier un interlocuteur pour ces PME, nouer des contacts et ainsi de suite. Donc ça c'était pour les grandes entreprises. Et puis après, en avril 2013, il y a la même chose pour les services de l'État, pour l'aspect plus ministériel, avec un objectif. Alors vous voyez, l'objectif, j'arrive pas à me dire s'il est ambitieux ou pas, enfin 2% de l'achat public en faveur des PME innovantes. PME innovantes, l'exemple que donne l'État, je crois, c'est ce qui leur plaît bien, c'est l'entreprise qui a fait de l'éclairage public avec du piézoélectrique, c'est-à-dire on marche sur le trottoir et ça allume le lampadaire. Voilà. Donc il y a une boîte qui a inventé ça, c'est innovant. Comment on fait pour qu'elle accède facilement au marché public ? Il y a plein de sujets. Donc, les ministères doivent produire des feuilles de route, doivent dire voilà les sujets qui nous intéressent, doivent nouer des contacts avec des entreprises innovantes, doivent se mettre en veille de ces entreprises. Elles doivent, donc ça existe, une plateforme d'innovation qui est mise en place où on peut aller voir ce que les ministères, un par un, attendent de la part de PME innovantes. Donc c'est un début d'émulation qui se met en place. Moi je suis allé sur la plateforme, pour le moment il y a un sujet sur le big data qui est sorti, mais je crois qu'il y en a eu beaucoup plus auparavant. Il y a un lieu où normalement tout ça se discute, c'est-à-dire avec des interactions entre le monde public et les entreprises, qui est l'Observatoire économique de l'achat public. Donc, il va falloir qu'on se renseigne sur comment ce dialogue vit. Et puis, bon, il y a bien sûr le service des achats de l'État, mais j'y reviendrai. Je ne vais pas m'attarder. Alors juste, quand même, pour vous dire que ce que je vous ai dit au début, je l'ai sans doute pas totalement inventé, c'est pas totalement faux. Dans le guide de l'achat innovant qui vient de sortir, que le ministère des Finances vient de publier, donc c'est un guide qui, vis-à-vis de l'ensemble des acheteurs publics, dit voilà les mauvaises pratiques, voilà les bonnes pratiques, qui donne tout un tas de conseils. C'est un guide assez complet. Alors, dans les mauvaises pratiques, utiliser une idée innovante d'un candidat en déclarant un appel d'offres infructueux pour négocier avec d'autres candidats sur la base de ce même projet innovant. Donc, il dit ça, c'est scandaleux, c'est écrit dans le texte. Bon, c'est bien. On est dans le culturel, mais ça veut dire que sans doute que ça se passait. Donc ils disent ça, c'est sûr que les gars ils devaient faire ça, avec bonne conscience, parce que quelque part ça amène à réduire le coût, mais ça dissuade tout le monde de proposer quelque chose d'innovant.
Mais donc on leur dit non, ça il ne faut plus le faire. Laisser des variantes ouvertes, mais avoir aucun moyen de les noter, donc finalement de les retenir, c'est pas une bonne pratique. Et ne pas mixer les solutions dans les dialogues compétitifs, c'est pas une bonne pratique non plus. Donc je pense que ça remet quand même en place un certain nombre de choses. Ce guide, après, il faudra voir comment il peut rentrer dans la pratique, quoi. Et les bonnes pratiques, favoriser les contacts en amont des consultations, ça c'est assez nouveau, parce que le nombre d'acheteurs publics qui disent « je ne veux pas vous voir, je ne dois pas vous voir, il ne faut pas qu'on vous voit », et ainsi de suite. Bon. Favoriser les consultations larges, c'est-à-dire ne pas lotir, parce que l'innovation se fera aux interfaces, donc ça c'est aussi une bonne pratique. Favoriser les groupements, parce que c'est l'idée que les PME ne peuvent pas répondre tout seuls. Alors vous voyez, je vois certains regards, l'innovation elle vient des PME. Quand il y a un parti pris, l'innovation c'est les PME. Dans cette approche. Hein. Donc les groupements, c'est faire en sorte qu'il y ait une PME qui puisse s'associer à un groupement pour pouvoir répondre et apporter son idée. Sans la rendre d'ailleurs solidaire de l'ensemble du groupement parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Alors, Pierre, j'ai une question très pratique. Est-ce que dans la diffusion de la présentation, on pourra mettre les liens vers les documents que tu cites? Oui, parce que ça c'est... Parce que dans la pratique publique, tout est sur lien, tout est... Oui. Pas de problème. Alors comment on va travailler? Bon, je crois qu'il faut quand même, bien sûr, vous le sentez, approfondir notre connaissance du sujet, que ce soit sur les chiffres, que ce soit sur les procédures de commande publique, donc le cadre réglementaire et toutes les évolutions qui sont en cours. On est quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans quelque chose de dynamique, de mouvement. Alors est-ce que ça va aboutir à rien du tout, ou est-ce que ça va vraiment provoquer quelque chose? C'est une question qu'il faut qu'on se pose et voir si on peut aider à ce qu'il se passe vraiment quelque chose. Bon, faire des choses un peu classiques, hein, approfondir la compréhension, faire le diagnostic, et puis faire des propositions. Alors je pense que, au vu de la première analyse des projets, je pense que faire des propositions, ça passera, à mon avis, nécessairement par se positionner par rapport à ce qui est en train d'être fait. C'est-à-dire le contrat de partenariat, est-ce qu'on va dire c'est génial, bravo, et on va en faire la promotion, ou est-ce qu'on va dire attention, il y a un risque, et pourquoi ci, et pourquoi là, mais bon, le guide des pratiques publiques, le guide de l'achat innovant, c'est génial, il n'y a que des bonnes choses dedans et on cherche à le diffuser, on en fait la pub, ou au contraire on dit mais attendez, il y a des grosses bêtises là-dedans, on oublie les grandes entreprises ou je ne sais quoi d'autre. Donc je pense qu'il faudra se positionner d'abord par rapport à ces évolutions. Et puis par ailleurs, on verra si on soit en mesure d'identifier d'autres types de propositions, soit organisationnelles, soit purement réglementaires. Ça, je pense que moi je suis incapable de le dire aujourd'hui. Bon, comme on va procéder de façon assez simple, vraiment les réalisations d'interviews, donc des deux côtés, hein, puissance publique et entreprise. Comme c'est un côté sur l'aspect assez réglementaire, il faut sans doute voir les fédérations, c'est là où il y a des gens qui réfléchissent à l'aspect réglementaire des choses. Fédération française du bâtiment, des travaux publics et autres. Et pareil, du côté des collectivités locales, il faut sans doute aller voir l'association des maires de France, l'association des départements, l'association des villes, des régions et ainsi de suite, quoi. Donc nous souhaitons, en termes de bonne pratique du Shift, constituer un groupe de travail et un comité de pilotage là-dessus. Donc on a deux candidats pour le moment pour le comité de pilotage, un de Vinci et un de Bouygues. Donc on va élargir aussi côté entreprise et côté secteur public. On se dit de façon raisonnable qu'on peut avoir un rapport intermédiaire pour la fin de l'année et des conclusions mi-2015, parce que je pense qu'on peut aller vite sur ce sujet. Voilà, donc merci pour votre attention et merci pour vos remarques à venir.